quand tu crées un festival que tu n'es pas connu, ni reconnu, de fait, c'est hyper difficile de convaincre un Mathieu Chédid de venir jouer chez toi. À l'époque, en 2015, donc jusqu'en 2015, nous avions 4 500 personnes par soir. Et cette année-là, grâce aux institutions, on passait à 8 000 personnes. On a été hyper privilégiés de pouvoir assister à des moments comme ça. Puis surtout, c'est des vrais artistes qui jouent pas que parce que c'est un métier, parce que c'est une passion surtout. Ouais. C'est une claque, c'est une grosse fierté aussi. C'est le sentiment d'avoir réussi quelque chose. Visage Gaillard, Mathieu Vitra. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de Brive-la-Gaillarde et la Corrèze. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Stéphane Canarias. Alors qui est Stéphane Canarias ? Briviste de naissance, il est à l'origine de nombreux projets. En 2004, alors qu'il était directeur de l'Office du tourisme de Brive, il lance un projet qui sera, quelques années plus tard, l'un des 20 plus grands festivals de musique en France. J'ai choisi de parler avec lui de l'élaboration et de l'évolution de cet événement à travers les années. En écoutant ce podcast, vous allez savoir comment s'organise le Brive Festival, comment les artistes sont programmés sur cet événement, que se passe-t-il en coulisses, qu'est-ce que le bar des artistes, quel événement a été le tournant du festival, qui est le héros de Stéphane Canarias, et beaucoup d'autres infos absolument passionnantes. J'ai été particulièrement ravi de donner la parole à Stéphane Canarias, parce que grâce à lui et à son équipe, des milliers de personnes peuvent voir sur scène chaque année les plus grands noms de la scène musicale française. Mais aussi parce que finalement, ce podcast n'est pas uniquement là pour mettre en avant des personnalités, mais également de découvrir les coulisses de très grands projets. On se retrouve à la fin de ce podcast pour les bonus. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Stéphane Canarias. Bonjour Mathieu Vitra. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Non, merci à toi de penser à nous. Je suis vraiment ravi que tu aies pu accepter, déjà pour plusieurs raisons. Déjà parce que grâce à toi et à ton équipe, chaque année, j'ai la possibilité de voir les plus grands noms de la scène française se produire sur la scène de Brive Festival à 2 pas de chez moi. Donc c'est vraiment un grand privilège. Et bon, je ne suis pas le seul, évidemment, mais c'est vraiment super chaque année de pouvoir voir ça. Merci de m'accueillir ici. Pour décrire un petit peu l'endroit, on est dans un ancien appartement du centre-ville historique de Brive. On est dans les bureaux de Festival Production, c'est ça ? Au cœur de la cité gaillarde. Exactement. Pour décrire un petit peu, il y a des photos du festival sur les murs. Il y a des portraits d'artistes qui ont joué sur la scène du Brive Festival. On est là où probablement beaucoup de décisions sont prises, là où vous réfléchissez avec votre équipe à l'organisation du festival, là où probablement des choses se négocient, c'est ça ? Ouais, c'est à peu près ça, ouais, tout à fait, c'est assez bien résumé. C'est vrai, je ne l'avais jamais imaginé sous cet angle-là, mais c'est bien ça, c'est un cocon un peu familial aussi. C'est là qu'avec l'équipe, on travaille plus d'1 an à l'avance sur le prochain festival, et on espère vraiment que le festival 2021 sera d'ailleurs sera sur la scène. C'est tout ce qu'on se souhaite, et voilà, c'est un endroit assez douillet, assez confortable, tout près de tous les commerces qu'on aime tant en centre-ville de Brive. Alors avant de développer un petit peu sur tout ce qui fait le festival, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Oula, exercice pas facile. Non, c'est vrai. En 3 mots, donc je m'appelle Stéphane Canarias, j'ai 44 ans déjà. Je dirige Festival Production, qui est une société de spectacle qui donc porte Brive Festival, mais qui travaille également sur d'autres projets, comme le festival ODP à Talence et le festival Montauban en scène à Montauban. Et sur d'autres projets, j'espère à venir en 2022. Voilà, on a plusieurs gros projets dans les tuyaux. Auparavant, je travaillais pour l'Office du tourisme de Brive pendant 17 ans, que je dirigeais. Voilà, et je crois que j'ai à peu près tout résumé. C'est assez complet, effectivement. Donc avant, tu disais que tu travaillais pour l'Office du tourisme de Brive. Tu étais directeur. C'est là que ça a commencé, ton intérêt pour l'organisation d'un grand événement comme celui-là ?
En fait, en 2004, on réfléchit à la création d'animations saison estivale parce que lors d'une enquête que nous avions réalisée en 2003, nous avions interrogé les touristes qui séjournaient sur Brive et le principal frein pour eux à on va dire, la pratique touristique ou durant leur séjour, c'était la peur de l'ennui. C'est-à-dire que le soir, contrairement à leurs précédentes vacances, peut-être à Arcachon, sur la côte ou autre, où il y avait une suranimation estivale, à Brive, le soir, il n'y a pas grand-chose où aller payer une glace aux gamins, assister à un petit concert, enfin bref, une animation. Donc on a eu l'idée en 2004 de créer Brive Plage sur le modèle de Paris Plage qui avait été créé en 2003. Et très humblement, l'objectif c'était tout simplement de proposer quelques animations sportives en journée, beach volley, beach rugby, la pétanque, et puis le soir quelques animations musicales. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai public qui attendait, pas simplement touristique en fait. Nous étions office de tourisme, notre vocation c'était à répondre aux attentes des touristes, mais on s'est rendu compte aussi et surtout que la première cible de clientèle qui a répondu c'était la population locale. Donc on a décidé en 2005 de créer un premier grand concert sur la petite scène à l'époque du Brive Plage et ça a été le groupe Cassav qui est venu jouer en 2005. On était très 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 fiers puisque Cassav c'est le premier groupe français, on l'a oublié, mais c'est le premier groupe français à avoir rempli le Stade de France, pardon. Et c'est le groupe qui s'est le plus produit à l'Olympia et à Bercy. D'accord. Voilà, c'est un vieux groupe, c'est un groupe fin des années 70, début des années 80, mais avec un répertoire assez incroyable. Et voilà, et l'histoire a été lancée comme ça et il nous a emmenés progressivement, d'abord encore une fois avec une vocation d'animation touristique, puis de plus en plus au fil des ans avec cette vocation ou cette volonté de créer une programmation musicale un peu plus forte avec de la variété essentiellement. D'abord une variété teinte et soleil, Yuri Buenaventura, Cassav, voilà, et puis on va vite se rapprocher des artistes de variété française avec l'arrivée de Florent Pagny, de quelques grands noms de la scène française, et puis on va commencer à condenser les artistes. Non pas, au départ, nous proposions un artiste par semaine sur 2 semaines, et puis rapidement, on a compris qu'en rapprochant les dates, en proposant 3-4 artistes sur un week-end, eh bien, on renforçait l'attractivité de la ville. Et là, à nouveau, nous étions dans notre rôle d'office de tourisme, puisque ça permettait du coup à des personnes de venir passer un week-end à Brive pour assister à tous ces concerts. Voilà, rapidement la naissance du projet. D'accord. Alors, depuis 2004, le festival il a beaucoup évolué. Il y a eu des rencontres, des partenariats, des accompagnements. Il y a le groupe Vivendi qui est venu se greffer au projet. Ça a apporté beaucoup. La configuration même du site de Brive Festival a changé. La scène a changé de place pour accueillir probablement plus de monde. Il y a eu beaucoup de changements. Ouais, quand on regarde dans le rétroviseur, et c'est vrai qu'on le fait peu souvent, et merci de m'inviter à le faire. 2004, on est dans un bac à sable en fait. C'est une petite scène qui n'est même pas couverte. Il y a 2 tentes pagodes, donc 2 tentes 5-5, une pour le restaurant, le petit restaurant, une autre pour le bar. Ce sont des amis qui viennent nous aider à tenir le bar ou le restaurant. Ce sont les employés de l'office qui viennent prêter la main bénévolement le soir pour servir. C'est assez incroyable et les choses vont doucettement grandir. Pour véritablement, au gré des années, gagner de plus en plus d'artistes, gagner en notoriété, gagner en public surtout, puisque si on n'avait pas eu d'écho avec un retour de la population et du public, eh bien, tout simplement le projet serait peut-être mort. Voilà. Et le vrai virage se prend en 2016 avec la programmation du groupe Les Insus. Le maire de Brive souhaite vraiment qui est notre patron à l'époque du festival et de l'office de tourisme, souhaite faire grossir le projet, faire grandir le projet et renforcer cette attractivité de la ville pour inciter de plus en plus de monde à venir passer un week-end à Brive le temps du festival. Donc en 2016, on programme tout simplement le groupe phare de cette année-là, qui est le retour du groupe Téléphone, Les Insus. C'est un gros pari parce que financièrement, le cachet de ce groupe est 4 fois supérieur à ce que l'on paye habituellement au prix d'un cachet artistique. D'accord. C'est vraiment un groupe qui était hors catégorie pour nous. Et on décide effectivement de tourner le sens de la scène, qui auparavant était dans la fosse,
et on va venir agrandir la jauge, quasiment la doubler. À l'époque, en 2015, donc jusqu'en 2015, nous avions 4000, 4500 personnes par soir. Et cette année-là, grâce aux instituts, on passait à 8000 personnes. D'accord. Donc là, le projet double quasiment de capacité. On prend une claque, hein, on apprend aussi parce qu'on ne double pas la fréquentation d'un festival comme ça. On avait du mal à mesurer l'accueil et les services attendus par autant de personnes. Donc on a eu un peu de queue aux toilettes, un peu de queue dans les bars, etc., etc. Mais ce qui avait de génial, c'est que juste il y avait beaucoup de monde. Voilà. Donc 2017, c'est le virage hein, pour nous. C'est la professionnalisation, on va dire au sens... on était des professionnels, on avait un métier, on bossait à l'office de tourisme, mais dans le domaine du spectacle, on était vraiment novices. Et grâce à Simon Guillam, hein, que les Brives connaissent bien, puisque c'est le président du club de rugby, mais c'est aussi le président de l'Olympia, et c'est aussi le président de tout ce qui est live au sein du groupe Vivendi. Eh bien, nous avons pu intégrer le groupe Vivendi, et le festival a été repris par ce groupe. Et la ville y a trouvé le moyen tout simplement de faire grandir son événement sans avoir à porter et le risque financier ou le surinvestissement que ça demandait. Donc on va pouvoir en 2017 nous appuyer sur un groupe média très fort. Le groupe Vivendi s'associe à ce moment-là avec le groupe Centre France, le groupe de presse, La Montagne hein, en fait, tout simplement. Et donc du coup le festival passe entre les mains de deux groupes médias, un national et un groupe de presse quotidienne régionale. Et là c'est le début de cette nouvelle aventure. On va très rapidement doubler, on va arriver à presque 40 000 spectateurs en 2019 avec un sold out, hein, c'est-à-dire complet tous les soirs, sur les 4 soirs, à plus de 9 000 spectateurs soir. Donc c'était, pour nous c'était assez incroyable. Hein. Et puis surtout avec ou grâce surtout à une programmation artistique très forte. Donc tu le disais tout à l'heure, mais on a la chance aujourd'hui d'accueillir sur le Brive Festival les plus gros noms de la scène française. On n'a plus à rougir des Franco ou ces festivals qu'on regardait de loin, qu'on respecte énormément, hein, qui sans commune mesure des festivals. C'est des références. Ouais, références incroyables, qui ont plus de 30 ans d'existence. Mais aujourd'hui, on a des têtes d'affiche qui jouent chez eux, jouent chez nous. Voilà. Et ça, il y a 17 ans, donc c'était vraiment pas gagné. Oui. 15 ans, 10 ans, c'était pas gagné non plus. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de ces artistes qui cochent le festival avant même d'avoir commencé la tournée, parce qu'ils veulent revenir. J'entends souvent d'ailleurs dire des amis me dire mais c'est toujours les mêmes artistes qui reviennent. C'est pas vrai, c'est des nouveaux projets qui reviennent. C'est peut-être les mêmes artistes, certes, mais moi voir Mathieu Chédid tous les 3 ans à Brive, je trouve ça génial. Hein. Oui, pas de problème, oui, il vient quand tu veux. Je trouve ça génial. Là, ce sera la 3e fois également que Vianney revient. On l'a accueilli tout jeune. Première partie à l'époque. C'était qui jouait derrière? Je crois que c'était Higelin et je ne sais plus qui derrière d'ailleurs. Je ne sais pas si c'était pas Vanessa Paradis. Et bref, il était inconnu à l'époque. Il est arrivé tout seul avec sa guitare. Il est revenu en artiste reconnu. Et puis maintenant, il vient à Brive Festival en superstar. La seule différence, c'est quand on a cru en lui très tôt, il nous connaît, voilà, il nous apprécie, on l'apprécie beaucoup aussi. Et on a l'impression d'accueillir un copain quand il revient. Voilà. Donc ça, c'est aussi, en regardant en arrière, toute l'évolution du festival. Ouais. Alors c'est super intéressant parce que effectivement le succès du festival il vient aussi du fait qu'il y a un bouche à oreille évidemment entre les spectateurs pour attirer effectivement du monde comme dans n'importe quelle entreprise finalement, mais il y a aussi un bouche à oreille entre les artistes et entre les professionnels du son, de la lumière, de l'image pour dire ils se disent peut-être on a été super bien accueillis et donc ça vaut le coup de venir à Brive quoi. Non, tu as tout à fait raison, Mathieu. Il y a vraiment il y a deux types de public sur notre festival. Il y a le grand public, les gens qui viennent assister au concert. Et bien sûr, c'est d'abord eux qu'on cherche à satisfaire, que ce soit nous ou les artistes. Hein. On travaille sur l'expérience que vont vivre les festivaliers sur le festival. On a un maximum aujourd'hui sur le festival, 15 minutes de queue sur un bar ou aux toilettes, ce qui est dans un festival relativement rare, surtout quand tu as 9000 personnes sur un site. Hein, mais c'est assez fluide. On travaille sur... on a mis en place le fameux cashless pour permettre de fluidifier les files d'attente. On a également travaillé sur la multiplication des points de restauration, de bars
ou encore une fois les toilettes. On a travaillé sur la mise en place d'écrans qui permettent de... On est sur un tout petit site, mais pourtant, tu as une scène avec une captation de chacun des festivals qui est retransmis sur les écrans et sur le village. Et puis, il y a le deuxième, on va dire, pas public, mais notre deuxième cible, c'est l'accueil des artistes. Et c'est peut-être par celui-ci qu'on a attaqué le plus tôt, puisque quand tu crées un festival que tu n'es pas connu, ni reconnu, de fait, c'est hyper difficile de convaincre un Mathieu Chédid de venir jouer chez toi. Il y a le marché de la musique aujourd'hui, ou des festivals, il y a 3 fois plus de demandes de festivals que d'artistes en tournée. Toutes les villes françaises veulent leur festival l'été, alors que ce soit des événements portés par des organisateurs de festivals, ou par des villes, ou par des comités des fêtes, ou par des férias, etc. Il y a donc beaucoup de demandes, peu d'offres artistiques, et du coup c'est un peu la guerre pour réussir à capter les artistes. Ce qu'on a souhaité faire, nous, d'abord, c'est s'entourer des bonnes personnes, et à l'époque on a embauché, ça va être en 2012-2013, le programmateur des Francopholies de La Rochelle, Kevin Douvillez, qui est devenu un ami, qui ne travaille plus avec nous depuis 4-5 ans aujourd'hui, mais qui nous a aidé à grandir vraiment. Et avec lui, on a mis en place l'accueil artiste. Et l'accueil artiste, c'est tout ce qui nous a permis d'accueillir, comme savent le faire les Corréziens, les artistes qui étaient sur la route. Et on a vraiment misé vraiment comme vous pourriez le faire quand vous recevez des amis, ces artistes. Donc on a mis en place un catering qui ne ressemble pas au catering. Le catering, c'est la cantine, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas les termes, les artistes. Et si je prends l'exemple d'autres festivals dont je tairai le nom, où c'est la Sodexo qui fait, c'est très bien la Sodexo, mais sauf qu'en Corrèze, on est plutôt foie gras, magret, côte de bœuf limousin, voilà. Donc nous, on a mis des amis autour de la table et on a mis en place ce type de catering avec tous les bons produits de chez nous, voilà. Et puis on a mis un masseur, un coiffeur, tous des brévistes. On a mis un bar des artistes redoutable avec d'autres amis qui à l'époque travaillaient au Bouddha Bar à Paris, l'un des plus grands bars à cocktails au monde. Et tous ces gens-là sont arrivés, nous donner la main, des amis essentiellement, et nous ont permis d'accueillir des artistes. Et aujourd'hui, il y a eu un article qui est paru il n'y a pas très longtemps, il faudrait que je le retrouve, et où un journaliste avait interrogé les artistes en tournée pour demander, pour vous, le meilleur accueil artiste en France, c'est quoi? Et on ressort bien sûr dans les premiers noms cités de tous les artistes. Il y a des légendes, il y a des histoires incroyables qui sont passées au bar des artistes. Mais on va en parler un peu plus tard. On va en parler. Voilà, si tu as le droit d'en parler, si effectivement il y a des choses qui sont... On verra les noms. D'accord. On mettra des bips juste sur les noms. Alors, pour revenir un petit peu, au tout départ, même un peu quand le festival a pris de l'ampleur, est-ce que le but aussi, c'était pas d'amener des têtes d'affiche à Brive, des grands noms de la scène musicale, parce qu'effectivement, il y avait déjà des concerts sur Brive et dans la région, aux Trois Provinces notamment, mais c'était quand même... ou à Obja aussi, effectivement. Mais c'était plus rare. Il y a des festivals dans la région, comme je pense à l'Écosystème, qui est pas très loin. On peut parler d'autres festivals dans d'autres style de musique, mais est-ce que aussi le but c'était pas aussi d'amener des grands noms de la scène française chez nous, quoi? En fait, c'était vraiment, encore une fois, au départ, notre objectif c'était de renforcer l'attractivité touristique. On a été un peu pris notre propre jeu et on s'est rendu compte que, comme je le disais tout à l'heure, que la population locale était en attente de spectacles en saison estivale. Les anciens me parlaient de ces fameux micros crochets qui avaient lieu sur la place de la Guerre à une époque avec des grands noms de la scène française. Et puis tout ça avait un petit peu disparu, avec par contre pas très loin effectivement comme à Obja des grands concerts qui pouvaient avoir lieu avec 10, 12 000, 15 000 personnes qui venaient jouer. La difficulté, c'est que le monde de la musique est en profonde mutation. Ce qui était possible à Obja il y a 15 ans ne l'est plus. Les artistes coûtent de plus en plus cher et ont une capacité de remplissage beaucoup moins forte. Pourquoi ? Parce qu'ils ont multiplié les dates. Auparavant, quand on faisait venir un Johnny Hallyday, il faisait 15 festivals l'été, point. La dernière tournée, à la veille de nous quitter, il a dû en jouer des dizaines et des dizaines. Donc là où auparavant il fallait faire 300 km pour assister à un concert d'un artiste donc rare, aujourd'hui, quasiment
tous les artistes basent dans tous les zéniths de France. Donc, on a vu les jauges réduire, le prix augmenter, et donc le modèle a dû changer. Et les festivals ont apporté cette capacité à proposer une densité artistique forte qui renforce cette attractivité. Et aujourd'hui, quand on va à un festival, j'espère en tout cas que les artistes ne vont pas pouvoir un artiste, mais ils vont pouvoir un plateau et pour vivre une expérience différente. Un festival, aujourd'hui, c'est pas simplement j'arrive au concert 10 minutes avant, j'assiste au concert, je m'en vais. C'est pas ça. On y va avec des amis, de la famille, on boit un verre, on mange, on y passe un petit moment, on discute, on découvre de nouveaux artistes qu'on ne connaissait pas du tout. Et bien sûr, on va assister au concert des artistes qu'on est venu voir. C'est vrai. Mais c'est plus qu'un seul et unique concert. Et c'est ce qu'on voulait réussir à créer, parce que du coup, ça a renforcé véritablement l'attractivité de la ville. Quand nous étions à l'Office de tourisme, l'objectif, c'était qu'on parle de Brive, d'une façon ou d'une autre, que ce soit à travers le rugby, bien sûr, qui est le premier vecteur d'identité de la ville, la foire du livre, qui est un événement tellement magnifique pour la ville, mais on voulait en créer un autre. Voilà. Et avec beaucoup d'humilité, je pense que c'est ce que nous avons réussi à créer, d'abord avec la ville, ensuite avec Vivendi et Centre France, avec nos actionnaires pour faire grandir ce festival. Vraiment. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Stéphane Canarias. Tu l'as dit, c'est un festival qui est urbain. On a parlé du Printemps de Bourges, des Francopholies. Donc c'est des références, c'est des festivals qui sont effectivement au cœur de la ville. Et on a la chance d'avoir un festival à Brive qui est effectivement centré au cœur de la ville. Il y en a pas beaucoup en France finalement, non. Mais c'est un atout. Et en plus, on a les pieds dans le sable. Ouais, ça c'est vrai que c'est notre spécificité. Il y a peu de festivals urbains, tu as raison. On parlait tout à l'heure de La Rochelle ou de Bourges, c'est le cas. Il n'y en a pas beaucoup d'autres de cette taille-là, qui sont capables d'attirer 10 000 personnes. C'était une volonté pour nous au départ, tout simplement, d'avoir un rôle aussi un impact sur l'activité économique de la ville. On fait travailler, lorsqu'on réalise chaque année des enquêtes auprès des festivaliers, et ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous répondent, c'est que la première activité qu'ils ont avant d'arriver sur le festival, c'est le shopping. Voilà. Donc on sait qu'on a un impact positif sur les commerces de la ville, qui est difficilement mesurable, mais les 2/3, 66% des personnes disent avoir fait un tour en ville et avoir fait du shopping avant d'arriver sur le festival. Or ça s'explique tout simplement parce qu'aussi près de 70% de notre public est un public féminin, 37 ans d'âge moyen, donc ça colle complètement aussi à cette activité-là. Le centre-ville de Brive s'y prête merveilleusement bien. C'est une ville... Alors forcément, je suis un peu coujou et un peu chauvin, mais c'est vrai que le cœur de la ville est magnifique. L'été, s'y promener, c'est un vrai plaisir. Et c'est pour ça qu'on a souhaité travailler avec la ville sur la mise en place d'un festival off et avec l'Office de tourisme de Brive. Un festival off et avec les cafetiers, on propose quelques concerts en journée qui permettent aux festivaliers, avant d'arriver sur le festival, de parcourir la ville, de la découvrir, d'entendre quelques notes de musique, découvrir quelques groupes prometteurs, des groupes locaux également qu'on souhaite promouvoir. Et ça, on y travaille beaucoup avec le département, notamment de la Corrèze. Et ça nous a permis ce positionnement au cœur de la ville, d'être autre chose qu'un simple festival perdu dans un champ et qui joue pour lui-même. Voilà. Notre rôle, il est aussi là pour être un vecteur d'identité pour la ville, mais aussi un facteur, on va dire, de retombées économiques pour l'économie locale et notamment pour les commerces, les hôtels du centre-ville. Pendant le festival, il est impossible de trouver une chambre, il est difficile de trouver une chambre en centre-ville, et tant mieux. Voilà. C'est tout ce que nous souhaitions lorsqu'on a créé ce festival. Alors, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas Brive, déjà, vous avez perdu quelque chose. Déjà, ceux qui écoutent ce podcast écoutent peut-être en dehors des frontières corréziennes. Les festivaliers peuvent venir de très loin. Dans les enquêtes, je ne sais pas si vous avez des statistiques. Mais... 50% des festivaliers font plus de 200 km. D'accord. Voilà, 53% même, très exactement. Et c'est un chiffre qui est à peu près redondant chaque année. C'est une enquête qui est réalisée avec l'Office de tourisme de Brive auprès des festivaliers. On fait des sondages tous les soirs. Et d'année en année, c'est à peu près, puis maintenant 4 ans, c'est à peu près les chiffres. Voilà. D'accord. Donc les gens dorment majoritairement chez des amis, de la famille, mais plus de 25% dorment en hébergement marchand. Tout simplement, un hébergement marchand, c'est une chambre d'hôtel, une chambre d'hôte.
Voilà, ou Airbnb. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est effectivement ce que nous souhaitions, c'est faire venir du monde de loin. Voilà. D'accord. Alors, pour revenir un petit peu sur l'organisation du festival, on voit chaque année effectivement de plus en plus de noms et de grands noms de la scène française, comme on disait. Quel est le processus entre le moment où toi et ton équipe, tu te dis on aimerait avoir tel artiste, et le moment où il arrive sur scène? Alors il peut y avoir évidemment, j'imagine, des négociations, peut-être des refus, des incompatibilités de planning, tout simplement. Mais comment ça se passe concrètement? Quasiment d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que durant le festival de l'année N-1, pendant les concerts, après les concerts, je parlais tout à l'heure du bar artiste, mais on a souvent les producteurs de ces artistes qui sont là. Et un producteur n'a pas un seul artiste, il a plusieurs artistes en tournée. Et on sait déjà quels sont les artistes qui tourneront l'année suivante. Et donc, lorsqu'on se retrouve autour d'un verre, on discute des projets à venir et déjà les négociations attaquent. Voilà. Donc, ça attaque très tôt. Aujourd'hui, tous les artistes français, notamment, ont envie de venir sur le Brie Festival. C'est plus devenu le frein. Le frein, aujourd'hui, c'est effectivement une problématique de disponibilité de l'artiste au moment où nous jouons au festival. Parce que l'artiste peut être à l'étranger, peut-être... je ne sais pas, au Francofolie de Spa en Belgique. Le vendredi, c'est difficile de répondre à notre demande pour être le samedi à Brive, voilà, par exemple. Donc, on va dire, c'est la problématique ce que nous on appelle le routing et donc les disponibilités. Mais le vrai frein, en fait, c'est souvent le fruit d'une négociation financière. D'accord. Voilà. On veut pas payer, on n'a pas les moyens de surpayer les artistes et de rentrer dans des jeux qui sont un peu compliqués. Nous, quand on joue l'été, en même temps que nous, il y a les Vieilles Charrues, il y a le Paléo Festival en Suisse, il y a Spa en Belgique. Il y a énormément de gros festivals, mais malgré tout, les artistes veulent passer à Brive. On leur demande aussi de faire un petit effort. On n'a pas les moyens de payer les cachets que peuvent payer des gros événements. Et voilà, donc c'est tout le fruit de cette négociation. Et puis il faut que ça reste, j'imagine, accessible aussi aux festivaliers, que le prix de la place soit accessible pour tout le monde. Il y a aussi cette réflexion-là. Complètement. Complètement. On est aujourd'hui, le tarif moyen d'un billet pour le Brie Festival, c'est 40 € par soir. Sachant que si on achète des passes à Noël, c'était cette année par exemple 100 € le pass 4 jours, donc 25 €. Donc plus on achète tôt et moins c'est cher, plus on achète tard et plus c'est cher. C'est un peu comme avec la SNCF ou chez Air France. Voilà, c'est exactement la même chose. On est issu du tourisme, hein, voilà. Et on doit être un des premiers festivals à avoir mis en place cette politique de prix, mais tout simplement c'est aussi pour remercier notre public fidèle. Nos fans rachètent beaucoup plus tôt les billets et on souhaite leur faire bénéficier des meilleurs tarifs. Ceux qui sont un peu hésitants, ils paieront un peu plus cher. Voilà, tout simplement. C'est comme ça. Mais globalement, tu as raison Mathieu, c'est ça aussi l'objectif, c'est de permettre à tous quasiment d'avoir une offre accessible. 40 € pour 4 concerts par soir, 4 concerts sur la grande scène. C'est à peu près 5-6 heures de concert tous les soirs. Alors, en Zénith, par exemple... Vita Slimane, numéro 1 des ventes cette année, va jouer au Brie Festival. Vita Slimane en Zénith, ça doit coûter plus de 50 €, probablement. Hein, je ne sais pas les tarifs exacts, et selon les Zéniths, c'est peut-être différent. Chez nous, si la personne achetait tout son billet, elle aura Vita Slimane, Julien Clerc, Attic, et une première partie ce soir-là, je ne sais plus qui c'est Rivo, je crois, qui jouera en première partie, un artiste corrézien qu'on souhaite promouvoir. Donc c'est ça aussi, hein, c'est quand même cette expérience, elle est parfois on dit ouais c'est cher, 5 heures de concert à ce prix-là, à un moment donné il faut se rendre compte aussi de ce que coûte un concert, c'est pas cher. Bien sûr, c'est certain. Et puis il y a tout ce qu'il y a à côté, parce que c'est vrai que quand on entre dans alors j'anticipe un peu par rapport à la suite, mais quand on entre dans l'enceinte du Brie Festival, alors l'expression est peut-être pas adaptée, mais c'est un peu une ville dans la ville. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer dans l'enceinte du Brie Festival, je suis pas payé pour dire ce que je dis, mais c'est vrai que quand on entre dans l'enceinte du Brie Festival, on a accès à des animations, des food trucks pour se restaurer, plusieurs scènes sur le même site.
c'est quelque chose de très construit et on entre dans le monde du Brie Festival, quoi. Exactement. Bah, c'est tout cet effet. Moi, je parle d'expérience client, je ne sais pas, c'est difficile mais c'est vrai que c'est un peu un festival aujourd'hui. Ça doit ressembler à un mini Disneyland. En tout cas, ce sentiment qu'on peut avoir quand on rentre avec sa famille à Disneyland, cet effet waouh, en fait, quand on rentre, c'est waouh. Ben, c'est ce qu'on essaie de redonner au festival quand il rentre. Donc, on a énormément travaillé depuis 3 ans, notamment pour ceux qui viennent sur le festival. Vous avez remarqué qu'il y a des façades devant chaque bar. On ne voit plus les tentes, c'est fini. Il y a toute une scénographie, une décoration, un parcours qui est avec on investit beaucoup sur la décoration en fait, du site. On pourrait faire beaucoup plus. Après, c'est juste une problématique financière. On fait step by step aussi. Hein. Mais en tout cas, on essaie de plonger le festivalier dans une atmosphère, dans un décor, un environnement qui doit lui procurer une sensation de bien-être, d'apaisement. Et effectivement, c'est assez surréaliste. Au cœur de la ville, sur un parking qu'on connaît bien pour s'y garer tous les samedis pour aller au marché, c'est complètement autre chose. C'est pas reconnaissable, oui. Non. Sur le choix des artistes, on a effectivement des artistes qui peuvent être dans le même style sur un certain soir et d'autres soirs, il peut y avoir effectivement des univers assez différents. C'est aussi le but et l'intérêt, c'est de pouvoir brasser les générations. Il y a cet intérêt-là. Hein. Alors, c'est la programmation artistique, elle est... merci de me poser cette question, ça pourra me permettre de m'expliquer. On ne cherche pas une cohérence artistique sur les soirées. D'accord. Vraiment pas. Je sais que beaucoup de festivals le font et c'est très bien, c'est super, hein, mais c'est ce que nous faisions auparavant. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que quand on faisait une soirée rap, par exemple, on touchait un type de public, ou une soirée rock. Voilà. On avait un type de public qui venait, qui assistait au concert des 3 artistes qui jouaient dans un registre relativement similaire, homogène, et puis on ne les revoyait plus du festival. Ils venaient un soir, et puis le lendemain, c'était une soirée musique française. Les amoureux de rock ne revenaient plus, etc. Je parlais tout à l'heure de l'expérience client et de ce que devait être un festival, c'est-à-dire bien plus qu'une succession de concerts. Ça doit être quelque chose de beaucoup plus fort. Ce qu'on veut, nous, c'est mixer les générations, mixer les publics, permettre de faire de la découverte. Et donc, chaque soir, j'essaie d'avoir 3 types d'artistes qui touchent 3 publics différents. Du moins, des cibles, si je devais parler marketing, des cibles différentes. Donc souvent, j'ai un artiste pour les ados et pour les plus jeunes. C'est le cas de Weshden, c'est le cas d'Attic, qui font les premières parties notamment, enfin qui jouent tôt. Ensuite, j'ai souvent un artiste pour les plus de 45, voire 50. Et ça, c'est relativement rare en festival. Il y a beaucoup de festivals programmes pour les jeunes, parce que les gros acheteurs de billetterie en France, ce sont les moins de 20 ans ou les 20 ans. Voilà. Et nous, on propose une programmation qui est beaucoup plus âgée aussi. Je disais 37 ans d'âge moyen tout à l'heure. En France, je crois qu'elle est de 22 ans, la moyenne d'âge. Donc nous, on propose Julien Clerc, on propose Jean-Louis Aubert, on propose Catherine Ringer, on propose Pascal Obispo. Et ces 4 artistes-là, ils répondent globalement, Weshden, Attic, etc., c'est mes enfants. Moi, j'ai 44 ans, je vous disais, eh bien, Julien Clerc, Catherine Ringer, etc. C'est pour moi, certes, mais c'est aussi pour ma mère. Voilà. Et donc, sur un festival, sur notre festival, sur une soirée, on va avoir cet écart artistique qui nous permet de répondre à cet écart d'âge et à cette différente palette de types de population. Et puis, j'ai souvent un artiste très consensuel, plus large, un artiste plus familial, qui va souvent clôturer la soirée. Vita Slimane, Vianney ou Matt Pokora, sont des artistes qui ont touché la maman, les enfants, voilà. Et ça, en fait, c'est vraiment l'ADN qu'on a voulu donner à ce festival. Donc, on revendique, on assume du moins le fait d'avoir une programmation hétérogène d'un point de vue artistique, parfois choquante. Et j'ai toujours tendance à dire, quand je programme, on fait des grands écarts là, qui piquent quand même des fois. Quand on va passer d'Attic à Julien Clerc, ça va être quelque chose. Mais en même temps, c'est génial. Parce que j'ai tellement vu de public découvrir des artistes qui leur étaient inconnus et parce qu'ils étaient venus voir un autre artiste et nous dire putain, en fait c'était génial. Ah ouais, c'est génial. C'était le cas de beaucoup de gamins qui étaient venus voir Gims, qui jouait en clôture de soirée.
En première partie, il y avait Yana Nakamura, qui est devenu aujourd'hui l'artiste qui s'exporte le plus, l'artiste français qui s'exporte le plus au monde. Et entre les deux, on a mis Kassav, dont je parlais tout à l'heure, qui revenait 17 ans après leur premier passage à Brive. Et la plupart des gamins ne connaissaient pas Kassav, bien sûr. Les ados ne connaissaient pas Kassav. Et ils ont tous dansé. Ils ont dit, ah mais ouais, j'ai entendu ces sons, mes parents devaient écouter ça. Ouais. En fait, c'est ça qui est génial. Et moi, ça me remplit de bonheur. Non, c'est sûr. Et puis, ça donne aussi l'occasion d'avoir certaines fois des surprises. Je pense à la soirée de Vianney et Véronique Sanson, qui avaient fait un duo. Et c'était pas spécialement peut-être prévu. Ou Catherine Ringer qui est montée sur scène le soir de Chaka Ponk pour chanter avec eux en robe de chambre et en pantoufles. Ah oui. Parce qu'elle était dans les loges, elle s'est dit tiens, je vais y aller. Elle sort en robe de chambre, elle est allée chanter en robe de chambre sur scène avec Chaka Ponk. Quand on connaît le show de Chaka Ponk, ce que c'était un moment incroyable. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Comme le duo effectivement d'Véronique Sanson et Vianney qui était magique. Magique, voilà. Alors, dans l'histoire du Brive Festival, il y a eu peu d'artistes internationaux. Il y en a eu. Il y a eu Johnny Clegg, il y a eu Charlie Winston, il y a eu Yuri Bonaventura au tout début. Est-ce que c'est... Bon, on a parlé effectivement des potentielles négociations qui se font et qui sont nécessaires, hein, mais il y a effectivement des choses qui peuvent ne pas se faire. Est-ce que c'est aussi peut-être un choix, tout simplement? Alors, c'est un choix assumé. Alors pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons. Une raison artistique, c'est qu'on cherchait à faire du Brive Festival une sorte de karaoké familial. Quand on est sur le Brive Festival, on est surpris d'entendre presque 10 000 personnes chanter les tubes. En fait, on propose que des artistes qui ont un gros registre. La critique qu'on pourrait nous faire, c'est qu'il y a peu de découvertes. Mais les gamins chantent, les parents chantent. Enfin, c'est une sorte de grand karaoké géant. Et ça, c'est aussi possible parce que ce sont des artistes français. Ensuite, la deuxième raison, c'est que les artistes internationaux de renom coûtent très cher. Et que on pense qu'il est parfois possible de proposer meilleur du français à bien meilleur prix que de l'artiste étranger. Mais on a aussi envie d'avoir quelques touches. Normalement, de voir Supertramp cette année, qui est juste un des plus gros noms. C'est le plus gros vendeur d'albums à la fin des années 70 dans le monde. C'est Breakfast in America, c'est l'un des albums, je crois que c'est le deuxième ou troisième album le plus vendu au monde. Le premier, je crois, c'est Thriller de Michael Jackson et Breakfast in America doit être le deuxième ou troisième. Donc, avoir Supertramp, pour moi, c'était... Alors, c'est partie remise. Les tournées ont été annulées à cause du Covid, les tournées d'étrangers, de beaucoup d'étrangers. Mais l'année prochaine, j'espère les avoir. Donc, on a envie d'avoir ce type d'exception. Avoir un Sting à Brive, ce serait magnifique aussi. Voilà. Mais le cœur de notre ADN restera la musique française. D'accord. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Stéphane Canarias. Est-ce que je peux te faire écouter une archive? Avec plaisir. Ce gros ballon, c'est notre passé, c'est notre avenir, c'est notre souffle. Il est à vous, prenez-en soin. Allez bien, allez bien. Yeah. J'adore ce démarrage de Kominka sur ce morceau, il est incroyable. Alors Jean-Louis Aubert au texte, mais le démarrage sur la batterie de Kominka, il est... c'est le virage du festival. Alors on en parlait tout à l'heure, on est le 26 juillet 2016 et se produisent sur la scène du Brive Festival Louis Bertignac, Jean-Louis Aubert et Richard Kolinka. Il y a près donc de 9000 personnes qui reprennent les morceaux mythiques du groupe Téléphone. Les pieds dans le sable, ce soir-là, t'es présent. Ah ouais, je suis derrière la scène. Et en voyant ça, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Stéphane Canarias? Qu'est-ce que tu ressens? Alors, très honnêtement, je crois que j'ai versé une larme sur un des morceaux du festival. Je n'ai pas honte de le dire, mais on a doublé la fréquentation du site. Le site est gavé, noir de monde. J'ai l'un des plus grands groupes mythiques de l'histoire de la musique française, du rock français.
Moi, ça me replonge. On a tous été gamins et fans de. Moi, quand ce morceau sort, j'ai quelques années, j'ai moins de 10 ans. Et ouais, c'est juste. C'est une claque. Quoi. C'est une claque, c'est une grosse fierté aussi. C'est le sentiment d'avoir réussi quelque chose, même si on sait que tout reste à faire. Mais c'est au moins ça, c'est fait. Voilà. Et ouais, c'était, je le disais, c'est tout à l'heure, hein, mais c'est le virage du festival. Ouais. Est-ce que, alors on a parlé un petit peu tout à l'heure des coulisses, mais tu rencontres tous les artistes qui se Ouais. produisent sur la scène? Oui, tous. Tu as une sorte de rituel, de processus? Je vais tous les saluer, avant, après le concert, ça dépend un petit peu de l'enchaînement, mais non, tous, du premier qui joue sur aujourd'hui on a donc 4 artistes par soir. Une première partie qui va être jouée par des Corésiens en première, des artistes en découverte. Et puis ensuite, donc 3 autres artistes de notoriété nationale ou internationale qui jouent. Et oui, je passe tous les voir. Voilà. Alors certains on se connaît déjà et on a apprécié de se retrouver. D'autres, c'est des présentations, tout simplement. Comme je programme sur d'autres festivals, on s'est aussi croisés sur d'autres événements. Donc voilà, en tout cas, c'est un rituel, mais on veille aussi tout simplement à ce que tout se passe bien pour eux. On leur souhaite bienvenue, on veille à ce qu'ils soient accueillis dans les meilleures conditions. Et c'est hyper important pour eux de voir le directeur du festival, venir les saluer. Voilà. Bonjour, vous allez bien, tout se passe bien, t'as bien mangé, t'as vu quel bar, voilà. Tu veux te faire masser, n'hésite pas, une petite coupe. Notre ami coiffeur à côté ou le barbier va te reprendre. Ouais, c'est hyper important. Et donc le bar des artistes. Alors qu'est-ce qui se passe à ce bar des artistes? C'est quelque chose qui est peu connu. Enfin, moi, avant de travailler effectivement sur ce podcast, je n'en avais pas connaissance. Ouais. C'est quelque chose qui est un peu à part peut-être. Oui, c'est un endroit mythique. C'est un peu... mon patron m'a fait découvrir le bar Marilyn à l'Olympia, qui est le bar qui est dans l'espace artiste, où après les shows, les artistes se retrouvent. Et nous, on a voulu un peu faire la même chose. Et donc, on a des amis qui officient au cocktail derrière, et qui font des trucs de dingue en termes de saveurs, etc. Des petits rituels assez incroyables. Et les artistes le connaissent bien. D'accord. Très très bien. C'est aussi un endroit où après les shows, les artistes se croisent entre eux, discutent. J'ai vu des trucs dingues, c'est marrant. Il y a pas très longtemps, Amir avait tweeté ou Instagrammé une photo avec Cabrel où il s'était mis la moustache gaillarde. Voilà. Exact. Ils boivent un verre ensemble, ils se racontent des trucs. Les jeunes artistes sont aussi très fans des... Amir, c'est une star aujourd'hui, mais Amir... C'était un gamin fan de Francis Cabrel quand il était jeune, et voilà, c'est aussi ça, l'histoire. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'était Francis Cabrel qui avait demandé le selfie, et pas l'inverse, parce que la fille de Francis est fan d'Amir. D'accord. Voilà. Mais bon, plein de souvenirs comme ça, c'est incroyable. Une fois aussi, c'est longtemps, je crois que c'est en 2012-2013, je présente Big Flo et Oli à IAM. Big Flo et Oli qui a fait la première partie de cette soirée où jouait IAM. Il y a un 995 qui joue derrière, et Tal. Un 995, c'est le groupe dont va être issu Nekfeu. Donc Nekfeu, en fait, est déjà venu à Brie. Et Big Flo et Oli, ils ont 15 et 17 ans, ou 14 et 17, un truc comme ça. C'est des gamins. Ils jouent, l'année d'avant, ils jouent dans le sable, parce qu'en fait, leur marraine est de Pompadour. Les gens ne le savent pas. D'accord. Et d'ailleurs, leur marraine travaille toujours avec nous. C'est elle qui s'occupe des artistes pour qu'ils soient en forme, qui leur fait des petits massages et tout ça. Personne extraordinaire. Et ce soir-là, on leur présente Akhenaton. Voilà. Et quelques mois ou semaines après, ils vont d'ailleurs signer chez Universal Music, dans la même maison que Grande Maison Disque, la plus grande maison disque au monde, dans laquelle sont le groupe IAM également. Donc voilà, il y a aussi des rencontres qui se font, artistiques. Il y a des moments dingues, parfois. Mathieu Chédid qui ressort la guitare après son concert. Il y a
4 ans, je crois, avec Camille, parce qu'ils sont potes, et les artistes, les guitaristes de Camille, et Camille au chant, et Mathieu, lui à la guitare, son autre guitariste avec lui, et qui nous font un bœuf d'1 heure dans les loges. Enfin, c'était incroyable. Incroyable de talent, de créativité, de générosité. On a été hyper privilégiés de pouvoir assister à des moments comme ça. Et puis surtout, on se rend compte que c'est des vrais artistes, quoi, qui jouent pas que parce que c'est un métier, mais parce que c'est une passion surtout. Ouais. Alors, depuis 2004, que le festival a évolué, la musique a évolué aussi, et la consommation de la musique a évolué. On est passé des CD aux plateformes de streaming. Il y a même Pascal Obispo qui va se produire cette année sur le site, qui vient de sortir carrément une application pour délivrer tout son contenu. Ça a un impact sur les concerts et sur comment... sur le fait que les gens ne consomment pas de la même façon la musique et les concerts. Avant, on peut peut-être dire que les albums entraîner une tournée. Voilà, c'est ça, oui. La tournée était un peu la promotion de l'album. Aujourd'hui, c'est peut-être l'inverse. Ouais. Exactement, ouais, tout à fait. Tout à fait. Voire même, on assiste. Enfin, il y a parfois des grosses tournées qui se mettent en place sans avoir un album derrière. Parce que c'est... Le live devient tellement important et est un moment tellement attendu par les fans que l'investissement d'ailleurs a mis sur la production d'une tournée est incroyable en scénographie. Voilà, il y a quelques années, il y a 10 ans, quand un artiste arrivait, un gros artiste, il arrivait avec un tourbus, derrière une petite caravane avec 2-3 décors de scène. Aujourd'hui, on a 3, 4, 5, 6 semi-remorques qui arrivent avec des décors de scène incroyables. C'est le cas notamment de Chaka Ponk, de Matt Pokora, qui a une grosse scéno, ou de Julien Doré, etc. Et c'est vrai qu'on a, je pense notamment au groupe NTM, quand ils ont retourné, ou des groupes comme ça, ou Supertramp n'a pas besoin de refaire un album pour qu'on ait envie de le voir en tournée. Par contre, les tournées sont devenues tellement importantes en termes de visibilité qu'elles génèrent aussi des ventes, probablement, et de l'intérêt, de la découverte, et qu'elles engendrent derrière du stream, de la vente d'albums, etc. etc. Comment tu consommes la musique ? Moi, j'écoute beaucoup de tout, mais contraint forcé, parce que quand on programme les festivals, on doit découvrir aussi les nouveaux projets. J'écoute beaucoup de rap, parce qu'aujourd'hui le rap c'est 53% de la production musicale française. Voilà, dans le rap il y a vraiment de tout. Mais j'écoute, je consomme, j'écoute la musique essentiellement grâce aux plateformes d'écoute. C'est vrai, parce que souvent on découvre des morceaux qui ne sont pas encore clippés, qui ne sont pas encore en album, etc. Et qui sont déjà sur les plateformes de stream avant même d'être sur toutes ces plateformes, avant même d'être produites ou clippées. Auparavant, mes parents découvraient un artiste lors d'une émission télé sur TF1, et puis ils allaient acheter le disque, et puis rarement, s'ils avaient la chance de pouvoir aller à un concert, ils essayaient d'aller à un concert. Aujourd'hui, ça marche plus du tout comme ça. On capte le morceau parfois en radio, on le Shazam, on va le découvrir sur Spotify ou Deezer, on va aller le voir en concert si l'artiste nous plaît, et puis peut-être qu'on achètera l'album. Mais la découverte musicale n'a pas du tout le même processus. Alors, Bré Festival, c'est aussi des artistes locaux. La Corrèze, le Limousin regorge de talent. Et vous avez fait le choix, effectivement, de pouvoir, sur le festival, donner une place à ça, par des tremplins pour les jeunes artistes dont tu as été jury. C'est quelque chose qui est important pour la ville et puis pour les artistes qui veulent émerger. Oui, en fait, il y a quelques années de ça, on rencontre le président du département, Pascal Coste, et il souhaite... nous, on va lui demander de l'argent pour qu'il nous soutienne. Il nous dit, OK, je vais vous donner des sous, mais je veux que vous puissiez être un développeur de talent corrézien. Et je veux que vous puissiez être, parce que vous êtes vous aussi corrézien, puissiez être une sorte d'incubateur qui permette à des artistes inconnus ou méconnus d'avoir une scène où jouer et puis de grandir. Voilà. Donc on a travaillé d'arrache-pied, on a mis en place des jurys, avec ce fameux tremplin Corrèze.
on a vu des groupes passer sur notre scène, des groupes incroyables, qui ont connu un succès fou. Le plus emblématique, c'est le groupe, bien sûr, Trois Cafés Gourmands. Voilà, puisque l'année dernière, je crois en 2019, c'est 400 000 albums vendus, c'est plus de 200 millions de vues pour leurs clips sur YouTube, à nos souvenirs. Tourné en Corrèze. Ouais, tourné en Corrèze par leur manager, Manu Darro. C'est une fierté incroyable. Ils se sont produits sur le tremplin du Brie Festival il y a plusieurs années. On les a mis sur la grande scène du Brie Festival, je crois que c'était en 2017 peut-être, 2018-2017, avant Claudio Capéo et Matt Pokora. Et là, déjà, on a compris, en fait. On a compris parce qu'il y a 6000 personnes qui sont là. C'est le tout début, il est 18h30, tout le monde n'est pas encore arrivé. Mais par contre, le public est déjà pour eux. Ils sont déjà connus, reconnus chez eux. Et ceux qui ne les connaissent pas encore vont prendre une claque, en fait. Et nous, on assiste à ça. On voit le public danser, chanter, sauter. On dit, waouh. Sur scène, ils ont une présence folle. Ils n'ont pas encore, je dirais, toutes les notes ne sont pas jouées avec justesse. Ils sont encore amateurs, ils ne sont pas pros. Mais on sent qu'il y a un truc qui se passe. Et puis, on les a vus grandir. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, à faire la tournée des Zéniths français, remplir des salles incroyables. Et ouais, on est hyper fiers de les avoir vus passer sur notre petit tremplin et on est super fiers d'eux. Voilà. On a eu un autre groupe qui est passé sur le Brie Festival, sur le tremplin, il y a bien longtemps. Il ne s'appelait pas encore, il ne portait pas le nom qu'ils ont aujourd'hui. C'est le groupe PNL. Voilà, c'est quand même l'un des plus gros vendeurs de rap français. Exact. Alors, on n'y est pour rien dans leur développement. Autant on a pu faire un coup de pouce aux Trois Cafés Gourmands, autant PNL, on n'y est pour rien, mais ils sont passés sur ce fameux tremplin. Et puis, plus récemment, on a vu des artistes comme Baptiste Ventadour, un artiste corrézien super talentueux auquel on croit beaucoup, qui est le dernier vainqueur du tremplin Corrèze, qui en 2019 a gagné et qui va rencontrer sur ce festival la personne qui m'assiste, qui nous aide sur tout ce tremplin Corrèze, qui est un producteur et un manager d'artistes corréziens qui est basé à Messac, Frédéric Lomé, qui a une société qui s'appelle Mélodine. Et on est peu de personnes à travailler dans la musique en Corrèze, mais il y en a. Et Fred m'aide sur tout d'abord ce casting d'artistes et ensuite sur la mise en place de ce tremplin. Et en fait, Baptiste va lui taper dans l'œil, il va lui proposer de le manager, de le produire. Et Baptiste a signé aujourd'hui en maison de disques, il est chez Play Tout, on le voit sur ses stars à la télé, vous pouvez voir Baptiste, le clip de Baptiste passer. Et voilà, donc on est super fiers de lui. On est un peu triste que cet élan a été cassé puisqu'il n'a pas pu se produire sur les festivals sur lesquels il aurait dû jouer l'été dernier. Mais ça va repartir. Et voilà, il y a un deuxième artiste qui n'a pas gagné, mais qui était sur le même tremplin que Baptiste l'année dernière, qui est Michael Buquet. Michael, il a fait The Voice derrière. Il fait demi-finaliste. Il est repéré par je ne sais plus comment on dit, mais son manager de l'émission. Et ce qui n'est autre que Pascal Obispo. Et Pascal Obispo le produit et va produire le groupe, il manage le groupe dans lequel joue Michael. Et voilà, et Michael va sûrement un avenir qui l'attend. Et on a choisi, on espère l'accueillir cet été sur le Brie Festival également, première partie de la soirée de Pascal Obispo, bien sûr. Dont je suis un grand admirateur. Voilà. donc voilà, c'est une vraie fierté. Il y a d'autres artistes comme Rivo, comme Samaka, qui sont des artistes hyper talentueux auxquels on croit, à qui on essaie également de donner un petit coup de pouce. Et notre rôle, c'est aussi de jouer ce tremplin où on les déniche, on essaye de les stimuler pour qu'ils puissent candidater, et puis on essaye de les amener vers une maison de disques, vers un projet un peu plus structuré. Cette année, le département a choisi de nous aider encore davantage. On va réaliser des castings dans les lycées, ce qu'on faisait depuis 2 ans, mais on va choisir d'accompagner les jeunes qu'on va choisir et qu'on va trouver talentueux pour que l'année suivante, ils puissent peut-être candidater eux-mêmes au Tremplin Corrèze. Tremplin Corrèze, ce sont des artistes déjà connus et reconnus, enfin localement, du moins, qui se produisent, qui jouent déjà en formation, qui ont un certain, on va dire, background derrière. Mais là, on va aller chercher, on a découvert, je pense à Bossuet notamment, une jeune artiste qui jouait dans la maîtrise de Bossuet.
elle nous a tiré les larmes aux yeux. Une voix incroyable. Elle chantait du Adele. Et c'était fou. Et je rêve de voir cette petite, peut-être jouer avec un guitariste qui est lui-même peut-être étudiant à Darsanval, Cabanis ou Bossuet, et trouver un autre gamin qui est batteur, peut-être. Et peut-être aller un peu forcer le destin en leur permettant de se rencontrer pour permettre à ces artistes de jouer, d'émerger et de susciter des talents et des vocations. D'accord. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Stéphane Canarias. Super intéressant, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience de tout ça quand on est effectivement de l'extérieur. Alors, on arrive à la fin de ce podcast, déjà. On le sait moins, mais hors Brie Festival, donc tu as eu d'autres projets, et par exemple, tu as fait des études à Bordeaux dans l'aménagement du territoire et la géographie tropicale, je ne me trompe pas. Ouais. Tu as cette passion du voyage. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Ouais, ça c'est ma première passion. La musique en est une, le voyage en est une autre. Ouais, j'ai fait une licence de géographie tropicale spécialisée sur les peuples nomades d'Afrique subsaharienne. Ah oui, c'est... Accrochez-vous. Alors c'est quoi un peuple nomade d'Afrique subsaharienne ? C'est un Touareg, c'est un Peul, c'est un Berbère, c'est un Maure, voilà. Et ouais, c'était ma passion. Donc j'ai étudié ces peuples-là, j'ai eu la chance de les découvrir sur le terrain, j'ai eu la chance ensuite d'y emmener mes enfants. En pays d'Ogon, au fin fond de la Mauritanie, du Mali, de les emmener trekker dans l'Atlas, dans des lieux assez incroyables, en Afrique de l'Est, chez les Maasai. Voilà. Et je regrette d'ailleurs tellement, je suis tellement triste qu'avec tous les événements qu'on ait pu connaître, avant même le Covid, alors là c'est le pompon. Ouais, c'est la goutte d'eau. Ouais, c'est la cerise qui fait déborder le vase, quoi. Mais non, là, c'est le summum. Mais avant tout ça, il y avait déjà des événements terroristes qu'on connaît. L'arrivée de l'AQMI dans le désert et malheureusement des zones que j'ai, comme Tombouctou, comme le pays d'Ogon ou la Mauritanie, ces zones où on ne peut plus aller. Ils sont tellement devenues dangereuses. Et pourtant, moi, j'ai vécu des moments tellement magnifiques, des sites qui sont merveilleux, qui sont superbes. Je pense à tous mes guides, tous mes chameliers qui, sur place, avec qui je bossais, doivent être malheureusement dans une situation économique terrible, parce que le tourisme représentait pour eux une manne économique tellement rare dans ces lieux si pauvres. Voilà, donc voilà, c'est une passion. Je continue à voyager, à emmener en famille, à emmener mes enfants aux quatre coins du monde. Une tarte que les vols puissent reprendre, qu'on puisse repartir, découvrir l'ailleurs, voilà. Donc mon mode de voyage est relativement simple. On part en sac à dos, on a un billet aller, un billet retour, et puis après, vogue la galère. Et c'est le meilleur moyen de découvrir des choses assez incroyables. Je suis passionné de photos de voyage, j'adore faire des portraits. Et voilà, donc on a voilà, cette passion que j'ai inculquée à insuffler à mes enfants. Et voilà, il me tarde juste de pouvoir refaire mon sac. Il y avait, tu avais un projet que tu avais fait avant même Brie Festival, qui était le rendez-vous qui s'appelait Icar, qui était un peu un lien avec cette passion-là. Ouais, complètement. Ah, t'as bien cherché. Hein. Ah, mais j'ai bossé. Hein. T'as bien cherché. Ouais, ça c'est un terrible regret pour moi. J'avais monté dans le cadre de mes fonctions d'office de tourisme un nouvel événement sur le tourisme alternatif. Donc, je ne sais plus en quelle année on est, mais l'idée, c'est de faire un événement qui invite les professionnels du tourisme à se rencontrer et à discuter, à échanger sur les nouvelles formes alternatives du voyage. On voit à cette époque-là exploser le tourisme dans des zones dites sensibles et le tourisme est devenu un tourisme de masse. Moi, j'ai commencé à voyager et à emmener des groupes dans le cadre de mes études, mais ensuite, j'ai bossé pour des tours opérateurs aventure quand j'étais étudiant. Et à la fin de mes études, et j'emmenais des groupes au Maroc, etc. Mes premiers groupes, je les emmène en 97. L'aéroport de Marrakech ressemble à rien. Il y a des ânes sur le parking, des mules, il y a des riads, il y en a très peu. Aujourd'hui, il y a 1200, 1400 riads à Marrakech. L'aéroport est énorme. Et voilà. On a vu le tourisme impacter ces milieux de façon incroyable, économiquement, favorablement, mais aussi socialement, parfois même d'un point de vue éthique, les impacter de façon très forte, et pas toujours très positivement.
Je pense notamment aux côtes égyptiennes où je voyais les touristes russes se baigner à poil dans un pays où les gens portent le voile. Bon, là, on a compris la dérive que peut représenter le tourisme et le choc sociétal qu'il représente aussi. Et donc, j'avais souhaité proposer au maire de travailler sur un projet touristique, un projet d'événement qui invite le fondateur du Guide du Routard, le rédacteur en chef Pierre Josse à venir, le rédacteur en chef de Lonely Planet, et des voyageurs, des photographes, Reza, un des plus grands photographes de guerre qui existe encore, hein, qui fait des clichés tellement incroyables, et puis des voyageurs comme Alexandre et Sonia Poussin qui ont fait Africa Trek, qui aujourd'hui font Mada Trek. J'avais invité des gens comme ça à venir nous raconter leurs aventures. À l'époque, il y a un duo d'ailleurs de gars qui viennent nous voir sur Icar et qui m'expliquent, bon, on va faire ils viennent, ils assistent, hein, ils participent pas, mais ils font partie du public et ils viennent nous présenter. C'est en plus, comme c'est que des voyageurs, des mecs hyper simples, conviviaux, ouverts, le soir c'est un grand bivouac en fait. Les gens on boit le thé ensemble, c'était assez dingue comme événement. Et il y a 2 mecs qui viennent nous rencontrer et ils disent, bon, et nous on va faire un projet et on va partir tout nus et on va devoir s'habiller au fil des vidéos. Et je dis, mais ils sont complètement barjots ceux-là. Bon, bah voilà, aujourd'hui, nuit et culotté, ça fait des... On les connaît, oui. Voilà, ces gens-là, ils étaient à Icar. Voilà. D'accord. Voilà, c'était assez incroyable. Et d'ailleurs, si vous les croisez un jour, vous poserez la question. Peut-être qu'on a pu leur donner l'envie d'aller plus loin grâce à Icar aussi. Et ça a lieu 2 ans, cet événement. Et malheureusement, on n'a pas réussi à trouver d'économie. Il était intégralement subventionné, ce projet, par la ville. Et on n'arrivait pas à trouver d'économie, c'est-à-dire de partenaires financiers, de public qui payent. Je crois que l'entrée était à 5 €, c'était rien du tout. Et il y avait 400-500 personnes qui venaient assister au débat ou assister aux projections de films. Mais voilà. Et c'est vraiment un regret parce que fondamentalement, c'était d'une richesse folle cet événement. Et je pense que plus que jamais, on a besoin de parler de formes différentes de tourisme, partout d'ailleurs. En France aussi, hein, les méfaits du tourisme de masse sont relativement lourds et on peut voyager de façon différente. Moi, je le dis, et plein de gens vont me haïr, mais moi, je déteste aller je comprends pas l'intérêt de se poser dans un village club à 800 bornes de là pour rester enfermé, ne pas voir les populations qui vivent de l'autre côté de la barrière et penser que la culture d'un pays s'arrête au restaurant du village club. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. C'est tellement riche. Le voyage apporte c'est cette découverte de l'autre qui est, à mon sens, tellement importante. Le voyage forme la jeunesse, puis il forme la vieillesse aussi, il forme tout court. On revient tellement plus riche quand on rentre d'un voyage, pratiqué sous ces formes-là. Quand mon gamin a dû aller chercher l'eau avec un âne pendant 1 heure aller, 1 heure retour à 3 ou 4 ans au fin fond du Mali, il sait que quand il tourne le robinet, il a beaucoup de chance. Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça qui m'importent. Et voilà, j'espère qu'il y aura des projets comme ça. Aujourd'hui, c'est plus mon métier, mais je prêterai bénévolement la main si un jour un projet comme ça devrait voir le jour. Ça marche, parce que c'est vrai que les voyages, c'est effectivement les paysages, mais c'est aussi les rencontres. Oui. Alors, ce qui est un peu lié, il y a quelqu'un que tu admires beaucoup, qui nous a quittés en 2000, c'est Théodore Monod. Ah ouais, putain, mais t'es super bien renseigné, c'est incroyable. J'ai bossé. C'est mon héros. Tu peux nous en parler un petit peu ? Ah ouais, c'est le chercheur d'absolu. Alors, si vous n'avez pas lu Méharé, lisez Méharé, Théodore Monod, c'est un ouvrage exceptionnel. Ce monsieur, c'est juste... j'ai eu la chance de le croiser en Mauritanie, juste avant qu'il nous quitte. Alors, c'est un philosophe, il est océanographe à l'origine, et puis il part à Nouadhibou au début du XXe siècle, et il tourne le dos au désert. Et puis, ce désert l'attire, et fondamentalement, il va être attiré, et il va partir d'abord comme militaire, quand la guerre éclate, il va être méhariste, et puis il va parcourir le désert, rencontrer les gens qui le peuplent, découvrir les secrets qui se cachent au fond de ce désert, notamment, il y a des trésors de paléontologie, hein, il y a énormément de peintures rupestres, etc.
Et il y a aussi des trésors géologiques cachés. Il va chercher le météorite pendant je ne sais pas combien de dizaines d'années. Mais surtout, ce que j'ai aimé chez lui, c'est cette soif de découvrir, cette soif d'apprendre. Il est océanographe, il va devenir géologue, un des plus grands spécialistes du désert. Il va devenir quelque part ethnologue. Voilà. Et puis il avait une philosophie de vie que j'aimais beaucoup. Son père était pasteur, il était protestant. Tous ses guides étaient bien sûr musulmans, et notamment Mahmoud, dont j'ai connu le fils très bien, qui vit à Chinguetti, qui a une auberge à Chinguetti. Voilà. Si un jour Mahmoud entend ce podcast, je serais heureux de lui passer le bonjour. Voilà. Et en fait, il disait toujours, en fait, le monde est une montagne. La religion est un chemin qui te permet de te guider à travers le chemin. Mahmoud a son chemin, moi j'ai le mien. Mais en haut de la montagne, on se retrouvera, c'est sûr. Voilà. Et il avait une philosophie de la vie qui était assez incroyable. Et voilà, donc un aventurier, forcément, qui m'a fait rêver à travers ses aventures. Mais surtout, une personne qui est tellement ouverte d'esprit que beaucoup pourraient s'inspirer d'elle. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu peux me parler des projets futurs de Brief Festival ou de Festival Production ? En fait, on travaille à plus ou moins moyen terme un projet pour nous avant 2022. Par exemple, c'est impossible. Il y a plus d'1 an et demi de préparation sur un festival. Donc, on a plein de projets nouveaux dans d'autres villes dont je tairai le nom, mais on discute avec beaucoup de maires, de collectivités pour créer de nouveaux festivals, pour reprendre des festivals existants. Non, on est très confiants. On a juste envie que les choses repartent vite en 2021. Parce qu'on a besoin que ça reparte aussi. Non, à court terme, mes projets ils sont d'abord professionnels et ils sont orientés sur le développement de festivals production. D'accord. La billetterie ouverte. Ouais. Toujours. Plus de 7000 billets vendus déjà. Pour Brive. Et voilà, donc profitez-en vite. Plus vous achetez tard. Et voilà. Et si par malheur, parce qu'on me pose des questions 1000 fois, le festival ne devait pas avoir lieu, eh bien comme l'année dernière, nous rembourserons tout le monde. Voilà. Alors, dernière question, c'est une question un peu rituelle sur le podcast. Ce podcast s'appelle Visage Gaillard. Et est-ce qu'il y a un lieu, que ce soit dans Brive ou aux alentours ou en Corrèze, qui t'évoque des souvenirs particuliers ? Alors, évidemment, la place de la Guerle avec tout ce qui s'y est passé. Mais est-ce qu'il y a un endroit qui t'évoque des souvenirs ou dans lequel t'aimes te retrouver, qui te parle plus que les autres ? Alors, la Guerle, oui, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que j'ai grandi tout près de la Guerle, près du pont Cardinal, parce que j'ai commencé à travailler à l'office de tourisme sous le phare. Donc mon premier métier à l'office de tourisme à Brive, c'est là-bas. Et parce que j'ai développé ce festival et que s'y tient ce merveilleux marché et cette foire du livre incroyable. Le cœur de la ville, c'est la Guerle. C'est pas la collégiale Saint-Martin, c'est la Guerle. C'est sûr. Et puis, tout près de la Guerle, j'ai grandi dans un café où m'a amené ma tante quand j'étais haut comme 3 pommes, c'était le Paris. Cher à Janou et Fifi. À Filou, voilà. À Coste, bien sûr, pour ceux qui ne connaissaient pas. Qui était pour moi un peu la mairie de la ville. Voilà. D'ailleurs, Janou, on l'appelait souvent le maire de la Guerle. Il s'y passait de grandes discussions incroyables. Filou nous a quittés. Steph, sa sœur, a cédé ce bel établissement à Christian et ses amis et ses associés qui ont toujours gardé un clin d'œil d'ailleurs de Philippe quand on y rentre. Je vous laisse découvrir le lieu. Pour moi, c'est un lieu que j'aime particulièrement à Brive. Voilà, parce que pour moi, c'est un peu un des lieux où on sent l'âme de la ville, où les cafés, c'est ça aussi, on ressent les gens, ces discussions. Les jeunes de 20 ans qui viennent boire un rhum ou je sais pas quoi, et puis le petit vieux du coin il va boire son petit verre de rouge, et puis la jeune dame du coin qui boit son café ou son thé. Voilà, c'est ça aussi l'âme de la ville. Pour moi, la Guerle et Paris sont intimement liés. Si je devais citer un lieu, ce serait celui-ci. On peut retrouver le Brief Festival sur le site officiel, on peut retrouver sur les différents réseaux, sur Instagram, sur Facebook. Exactement, le site web, brieffestival.com, etc.
Merci beaucoup Stéphane Canarias. Merci à toi Mathieu de ton invitation et bon courage pour la suite. Merci. Visage Gaillard, Mathieu Vitra. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis de mieux connaître l'univers de Stéphane Canarias. Un immense merci à lui d'avoir accepté de participer à ce podcast. Un grand merci à lui et à son équipe pour leur gentillesse et leur accueil au sein des bureaux de Festival Productions. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site mathieuVitra.com/lejournal. Vous y trouverez de nombreuses références, citations, sources. Allez y faire un tour. Vous pouvez retrouver également le Brie Festival sur briefestival.com et Stéphane Canarias sur son compte Instagram. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tous les autres, et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. À bientôt.